ce Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur et sa famille. Il n'y aura pas de place pour toi et Léa à table, a dit ma mère comme si elle lisait une liste de courses, et non en m'excluant de la famille. Ma sœur a renchéri avec son ton d'avocate impeccable, mais nous aimerions toujours que tu paies le dîner, comme d'habitude. Et mon père, lui, a ajouté sa réplique favorite, ne nous met pas mal à l'aise. Je veux toujours mon cadeau. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis resté assis dans ma voiture, fixant le siège auto vide à l'arrière, celui avec les autocollants de Lune et d'étoiles de Léa, et j'ai compris que j'avais passé toute ma vie à gagner ma place à une table qui n'avait jamais été faite pour moi. Je m'appelle Loïc Durand, et ce moment-là a brisé quelque chose en moi, mais il a aussi construit quelque chose de plus fort. Avant de partager mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi, commentez, bonjour, ci-dessous ou dites-moi d'où vous venez, car parfois, juste savoir que quelqu'un écoute rend une histoire moins solitaire. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si mon histoire vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, pas pour moi, mais pour chaque personne à qui l'on a dit qu'elle n'était pas à sa place, car personne ne mérite de rester debout pendant que les autres s'assoient. Le ciel au-dessus de l'hôpital Saint-Louis ressemblait à du béton mouillé, lourd et terne. Je venais de finir une garde de 14 heures, le genre qui laisse vos doigts avec une légère odeur d'antiseptique et votre tête résonnant du bip régulier des moniteurs bien après avoir pointé. J'étais assis dans ma voiture, le chauffage ronronnant, fixant le siège auto derrière moi, le siège de Léa, toujours parsemé des autocollants de Lune et d'étoiles qu'elle y avait placés un matin avant l'école. Son monde était couleur et motif, le mien était épuisement et routine. Mon téléphone a vibré, une notification de groupe familial a illuminé l'écran, le chat familial Durand. Je l'ai ouvert par habitude. Maman, ce Noël, nous recevons la famille du fiancé d'Anouk, les Duval de Bordeaux. Il n'y aura pas de place pour toi et Léa à table. Anouk, mais nous aimerions beaucoup que tu paies le dîner, comme d'habitude. Papa, et ne nous mets pas mal à l'aise. Je veux toujours mon cadeau. Voilà. 3 phrases, chaque mot net, poli, efficace, comme des scalpels. Pas d'arguments, pas d'excuses, juste un retrait silencieux. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu respirer, ma poitrine s'est serrée comme si l'air lui-même avait décidé de se ranger de leur côté. J'ai imaginé la table, longue, en chêne, brillante d'argenterie polie, Anouk en bout de table à côté de son fiancé, et quelque part dans une pièce arrière, une chaise pliante supplémentaire, celle qu'il ne prenait jamais la peine de déplier pour moi. J'aurais pu répondre, riposter, exiger de la décence. Mais Léa était probablement rentrée, coloriant dans son cahier, attendant que je franchisse la porte en souriant. Je ne voulais pas que ma colère me suive là-bas. Alors, j'ai posé le téléphone face contre le siège passager et j'ai serré le volant jusqu'à ce que les tendons de mes mains deviennent blancs. Pendant 32 ans, j'avais tout fait correctement. J'avais fait des doubles gardes, j'avais aidé à payer l'opération de mon père, j'avais géré chaque anniversaire, chaque menu de Noël. J'étais le fils qui faisait fonctionner la maison pendant que mes parents et ma sœur jouaient le rôle d'une famille parfaite, les Durand de Neuilly-sur-Seine, ceux qui ont l'entreprise de BTP, les sourires de la bourgeoisie, les photos de fête où je me tenais toujours derrière l'appareil photo au lieu de devant. Dehors, la pluie a commencé à tomber, douce, régulière, le genre qui floute le monde en aquarelle. Je l'ai écouté frapper le pare-brise, chaque goutte un compte à rebours. Je sentais quelque chose se réorganiser en moi, un mouvement tranquille comme des meubles poussés dans une pièce sombre. Je n'ai pas répondu au message, je n'ai pas appelé, j'ai éteint mon téléphone complètement, un geste si petit mais si bruyant dans son silence. L'horloge du tableau de bord a dépassé 19 heures. Des familles sortaient du parking de l'hôpital, des enfants agitant des dessins, des parents tenant des tasses de café. J'étais juste un homme de plus, assis seul dans une voiture, décidant qu'il en avait fini d'être invisible. J'ai regardé une dernière fois le siège de Léa dans le rétroviseur, les sangles vides ouvertes. Cette image disait tout, la chaise de ma fille toujours prête, toujours en attente, juste jamais invitée à la table. J'ai murmuré, cette année, je ne resterai pas dans la cuisine. Puis j'ai démarré le moteur. Les phares ont traversé l'asphalte mouillé et ont capté le reflet de mon badge d'hôpital pendant du rétroviseur, il se balançait lentement comme un pendule marquant la fin d'une vie et le début d'une autre. Le lendemain soir, après que Léa fut endormie, je me suis assis à la table de la cuisine avec une boîte de vieux tickets de caisse. L'appartement sentait légèrement l'eau de javel et la cannelle, les 2 odeurs de la survie. Un par un, j'ai étalé les tickets sur la table, formant une chronologie de papier de ma servitude. Courses,
facture de traiteur, commande de vin. Chaque année, les chiffres augmentaient. Chaque année, la gratitude diminuait. Je me suis souvenu de la remise de diplôme d'avocate d'Anouk, 50 invités, des flûtes de champagne qui s'entrechoquaient, les perles de ma mère brillant sous les lumières. J'avais cuisiné toute la journée, tout arrangé parfaitement. Quand le dîner a commencé, je suis resté dans la cuisine à côté de Léa, équilibrant 2 assiettes sur mon bras comme un serveur. Il y avait 14 personnes dans cette maison et 13 chaises à table. Je m'étais dit que c'était un oubli. À l'époque, je croyais encore que les oublis étaient innocents. Je me suis souvenu de l'opération de la vésicule biliaire de mon père, j'avais pris des congés sans solde pour le conduire à ses rendez-vous, gérer les papiers, rempli son réfrigérateur après. Pendant sa convalescence, il a dit à une voisine qu'Anouk nous avait encore une fois aidés. Je ne l'ai jamais corrigé. La règle du rang était simple, ne jamais mettre personne mal à l'aise avec la vérité. Cette règle était le véritable héritage familial, le silence. Chaque Noël, je faisais la même liste de courses que j'envoyais par courriel à maman et Anouk. Elle ne demandait jamais ce que cela coûtait. Ma carte de crédit était enregistrée chez le traiteur de luxe local et la boulangerie de la ville. Les propriétaires me connaissaient par mon nom, non par amitié, mais parce que la réputation de ma famille signifiait que ma carte passait toujours. J'ai sorti une vieille chaîne de courriel de l'année précédente, Anouk avait transféré le plan de table à un responsable de traiteur, en me copiant accidentellement. À côté de personnel ou cuisine, il y avait 2 noms, Loïc et Léa. Je l'avais effacé à l'époque, me convainquant que c'était une erreur technique. Ce soir, je l'ai rouvert. J'ai laissé les mots brûler leur forme en moi. Ce n'était pas un oubli. C'était une architecture construite pour nous garder dehors, polis pour avoir l'air poli. Le carnet d'observation de Léa était près de la table. Elle le remplissait de faits sur les insectes, les formes des nuages et la façon dont le son changeait dans les grandes pièces. Elle l'avait apporté une fois à Noël, avait essayé de montrer à grand-mère la page sur les cristaux de neige. Grand-mère l'avait appelé son « petit livre de numéros de cirque ». Léa ne l'avait plus ouvert devant personne depuis. La prise de conscience est venue lentement, comme la chaleur qui monte. Ils n'étaient pas seulement gênés par moi. Ils avaient honte d'elle. De la façon dont elle battait des mains quand elle était excitée, de la façon dont elle répétait les répliques de ses documentaires préférés. Ils voulaient une famille qui ait l'air parfaite sur les photographies, pas une qui fasse poser des questions. Je me suis penché en arrière. Les tickets de caisse toujours étalés devant moi, formant une pâle rivière de preuves. Ma poitrine était serrée, mais plus par la colère, par la clarté. Pendant des années, j'ai cru que l'endurance était de l'amour. Que si je restais silencieux assez longtemps, si je continuais à donner, il finirait par me voir. Mais le silence ne fait pas gagner le respect. Il alimente la négligence. Dans ma boîte de réception, une notification est apparue, un rappel transféré de la même société de traiteurs. L'objet disait « Commande de Noël en attente ». En dessous, une note qu'Anouk avait dû écrire il y a des mois, « Gardez Loïc et la petite loin du salon principal ». Les mots coupés différemment maintenant. Net. Final. J'ai pris la boîte de tickets de caisse, je les ai versés sur la table jusqu'à ce que les papiers s'éventent comme un paquet d'années que je ne devais plus. Ma voix m'a surpris quand elle est sortie, stable, basse, certaine. Ça suffit, ai-je dit à la pièce vide. Puis j'ai éteint la lumière de la cuisine. Les papiers brillaient faiblement sous le lampadaire, s'infiltrant à travers les stores, une piste de preuves laissée comme des miettes de pain pour l'homme que j'étais. Je n'avais plus besoin de les suivre. Je savais exactement où ils se terminaient. Les gardes de nuit à l'hôpital portent toujours une étrange forme de silence. Les lumières fluorescentes bourdonnent doucement et chaque son est amplifié, le bruit des semelles en caoutchouc, le soupir des bouches d'aération, le cliquetis des portes lointaines. Cette nuit-là, je soignais un garçon qui était tombé de son vélo. Son bras était dans un plâtre temporaire, ses yeux larmoyants de larmes refoulées. « J'ai peur », a-t-il dit, sa petite voix tremblante. « Ça va faire mal, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit la vérité. « Oui », ai-je dit doucement. « Un peu, mais je vais t'aider à traverser ça. » Il a hoché la tête. Simple, direct, honnête. J'ai été frappé par la facilité avec laquelle un enfant pouvait dire ce que les adultes ne pouvaient jamais. Ma famille préférerait se briser le cœur mutuellement plutôt que d'admettre sa peur. Ils n'ont jamais dit « nous avons peur de perdre la face ». Au lieu de cela, ils m'ont rendu invisible,
comme si j'étais le coup de leur confort. Pendant ma pause, j'étais assis seul dans la salle de repos du personnel, mon ordinateur portable ouvert. Le curseur clignotait sur une barre de recherche vide, comme un défi. J'ai tapé Noël à Paris, puis package de l'hôtel Le Bristol, horaire de patinage de la patinoire de l'hôtel de ville, matinée Broadway, non, je garde matinée au théâtre. J'ai fait défiler des photos de lumière scintillante, de vitrines, de gens se tenant la main sur les Champs-Élysées. J'ai calculé le coût jusqu'au dernier euro. Il correspondait presque exactement à ce que j'avais prévu de dépenser pour les cadeaux de ma famille. Cette prise de conscience a frappé comme une impulsion de lumière. Je pouvais dépenser de l'argent à essayer de plaire à des gens qui ne me verraient jamais, ou dépenser le même montant à créer quelque chose de beau pour ma fille. Pour une fois, je voulais alimenter la mémoire, pas l'ego. J'ai pensé à Léa, à sa voix tranquille et assurée. Un soir de novembre, elle avait demandé, « Papa, quand est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi à la grande table ?» J'avais ri maladroitement. Je lui avais dit, peut-être l'année prochaine, le même mensonge que je me disais depuis des décennies. Assis là sous la lueur de la lumière de la salle de pause, j'ai finalement murmuré, « L'année prochaine commence maintenant. » Le téléphone a sonné en plein milieu de ma pensée. Maman. Sa voix est arrivée, coupée et vive, toute habitude et contrôle. Loïc, peux-tu envoyer la liste de courses comme d'habitude? Vous savez, celle avec les ingrédients pour le rôti et tous les desserts que je ne cuisinerai pas cette année, ai-je dit calmement. Une pause, vive, chargée. Ne sois pas ridicule. Tu gères la cuisine mieux que quiconque. J'ai dit, je ne cuisine pas. Elle a inspiré brusquement comme si je venais d'avouer un crime. Tu rends les choses difficiles, Loïc. La famille Duval est très traditionnelle. Ils ne comprendront pas certains comportements. Tu sais comment sont les gens de Bordeaux. J'ai laissé le silence planer avant de répondre. Je ne rends pas les choses difficiles, maman. Je ne reste juste plus dans la cuisine. Son soupir est passé par le haut-parleur comme de la statique. Tu vas le regretter. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Pendant quelques secondes, le monde s'est arrêté. Puis mon téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois de quelqu'un d'inattendu. Un SMS de ma tante à Lyon. Bravo, Loïc. Tout le monde savait qu'il profitait de toi. Il t'a fallu du temps pour le voir. J'ai fixé ces mots. Tout le monde savait. C'est la partie qui est restée. Toutes ces années, j'avais cru que j'étais altruiste, loyal, patient. Mais non, les gens me voyaient comme l'idiot qui ne pouvait pas faire la différence entre l'amour et la servitude. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous comme une carte ouverte de choix. J'ai réservé 2 billets de TGV pour Paris. Puis j'ai bloqué ma carte de crédit secondaire, celle que ma mère utilisait pour ses courses. Le message n'était pas bruyant, mais il était final. Quand je suis rentré à la maison, Léa dormait, son carnet d'observation reposant ouvert sur la table. J'ai pris une petite note et j'ai écrit en majuscule « Aventure de Noël, Paris ». Je l'ai glissée à l'intérieur de la première page pour qu'elle la trouve le matin. Avant de me coucher, j'ai ouvert notre chat familial, j'ai tapé un message et j'ai fixé le curseur clignotant. Puis, j'ai effacé chaque mot, laissant le message vide. Mon silence dirait ce que je ne pourrais jamais, j'ai fini d'être votre commodité. 3 jours avant Noël, l'hôpital était étrangement calme. Moins de patients que d'habitude. Plus de temps pour penser. Je suis arrivé tôt, j'ai pris un café et je me suis assis dans la salle de pause, écoutant l'horloge. Cet appel manquait de maman. Un SMS d'Anouk, ne fais pas ta victime. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier de travail et j'ai commencé à effacer les rappels, les commandes, les livraisons, les listes de courses. Chaque réservation que j'avais faite pour eux au fil des ans, je l'ai annulée, la boulangerie, le boucher, le fleuriste. Enfin, le gros morceau, la dinde prépayée chez le traiteur de luxe. L'employé à l'autre bout du fil a semblé surpris. « Monsieur Durand, vous êtes sûr? La même commande que l'année dernière, n'est-ce pas? » « Pas cette année, ai-je dit. Ils s'en occuperont eux-mêmes. » Quand j'ai raccroché, je suis resté immobile un instant. Le calme dans ma poitrine était étrange. Pas le vide exactement, plutôt l'air qui revient après avoir été retenu trop longtemps. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai marché jusqu'au parking avant de répondre.
Loïc, a dit maman sèchement, combien de temps comptes-tu te comporter comme un enfant? Tu stresses Anouk. Je ne me comporte comme rien, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire vos corvées. Tu sais qui vient, n'est-ce pas? Les Duval. C'est de la vieille fortune de Bordeaux. On ne peut pas se ridiculiser. Non, maman. Ce que tu veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir l'air honnête. Vous ne voulez pas qu'il voie le genre de famille que nous sommes vraiment. Son souffle s'est coupé. Tu vas le regretter. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se ressaisir. Quelques minutes plus tard, un nouveau message est apparu de papa. Pas de mots, juste un fichier audio. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture. Sa voix est venue en premier, ne l'assieds pas à table. La petite est trop bruyante. La voix d'Anouk a suivi, parfaitement stable. J'ai déjà tout prévu. Il va cuisiner, puis partir. J'ai écouté 2 fois, puis 3 fois. À la 4e, le tremblement dans mes mains s'est arrêté. C'était le son de la confirmation. Pas un malentendu, pas une mauvaise planification. Une intention. J'aurais pu l'envoyer au reste de la famille, les laisser entendre la vérité par eux-mêmes. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone et j'ai ouvert une note vierge. J'ai tapé « Pardonner sans confronter n'est qu'une permission déguisée ». Je choisis la confrontation en partant. Ce soir-là, après ma garde, je me suis assis à la table de la cuisine à nouveau. Les tickets de caisse étaient partis. L'espace semblait ouvert. Je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai réservé nos billets de train et j'ai confirmé la réservation du Bristol. Lorsque le paiement a été effectué, j'ai fixé l'écran de confirmation jusqu'à ce que la lueur brouille mes yeux. Cela faisait l'effet de signer des papiers de divorce d'avec une famille à laquelle j'avais été marié par culpabilité. J'ai regardé autour de la pièce. La même cuisine où j'avais préparé des centaines de repas. Le même comptoir où j'avais coupé des légumes pendant qu'il riait dans une autre pièce. Ce soir, les comptoirs étaient impeccables. Le four froid. L'absence de bruit était presque paisible. J'ai éteint la lumière. La pièce est tombée dans l'obscurité, mais cela ne semblait pas solitaire. Cela semblait terminé. Debout là, je l'ai dit à haute voix, ma voix basse mais certaine, qu'ils cuisinent pour eux-mêmes. Puis je suis sorti, laissant la cuisine au silence qu'elle avait mérité. Le matin du 23 décembre est arrivé drapé de brouillard. Le givre s'accrochait aux tuiles comme un murmure qui ne voulait pas partir. À l'intérieur de notre petit appartement de Vincennes, Léa était assise en tailleur sur le sol du salon, triant ses affaires avec une précision chirurgicale. Robe rouge, vérifiée. Mitaine, vérifiée, murmurait-elle, marquant chaque article dans son carnet d'observation. J'ai plié des chemises, roulé des pulls, senti la légère trace de lotion pour bébé qui persistait encore dans l'air. J'ai été frappé de constater à quel point tout semblait paisible, comme si la maison elle-même exhalait après des années à retenir son souffle. Le téléphone a sonné juste au moment où je verrouillais la porte. Maman. Sa voix a fendu le matin froid comme le craquement de la glace. Loïc, ne fais pas ça. Ton père est furieux, Anouk a pleuré toute la nuit. Tu déchires la famille. J'ai équilibré le téléphone entre mon épaule et mon oreille tout en mettant les valises dans la voiture. Maman, je ne déchire rien. J'emmène juste ma fille en voyage, c'est tout. Tu ne peux pas nous humilier devant les Duval, a-t-elle claqué. J'ai fermé le coffre lentement. Je ne peux pas laisser ma fille être humiliée devant sa propre famille. Pendant un instant, il n'y a eu que de la respiration à l'autre bout, la sienne, superficielle et aiguë, la mienne stable. Puis la ligne s'est éteinte. Je suis resté là, le téléphone à la main, le brouillard s'enroulant autour de moi comme de la fumée, et j'ai réalisé quelque chose de simple mais monumental, le silence pouvait être plus fort que les cris. Quand je suis rentré pour prendre le lapin en peluche de Léa, un autre message a clignoté sur mon écran. Il venait de papa. Si tu abandonnes cette famille pendant Noël, ne prends pas la peine de revenir. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis je l'ai effacé. Non par défi, mais par compréhension. Pour la première fois, je ne sentais pas le poids de ces mots. L'absence de peur ressemblait presque à un soulagement. Je ne devais mon retour à personne. Alors que je fermais la fermeture éclair du manteau de Léa, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un SMS de mon cousin à Marseille.
Oncle Gérald a dit à tout le monde que tu n'étais qu'un simple aide-soignant. Ils ont découvert que tu es maintenant infirmier coordinateur. Je suppose que ce mensonge ne tiendra plus très longtemps. Continue. Ne regarde pas en arrière. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Pendant des années, j'avais cru que la version que mes parents avaient de moi était la seule qui comptait. Mais d'autres personnes l'avaient vu aussi. Leurs mensonges, leur contrôle. Ils avaient tous su, et j'avais été le dernier à me réveiller. Quelque chose s'est stabilisé en moi. J'ai ouvert mon compte de réseau social, j'ai tapé une phrase et j'ai cliqué sur publier. S'il n'y a pas de place pour nous à leur table, Léa et moi construirons la nôtre. En quelques secondes, le téléphone a vibré à nouveau, appels, messages, même de proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Je n'ai pas décroché. Le son des notifications était comme la pluie frappant un toit lointain, présente, mais ne m'atteignant plus. Léa est apparue dans l'embrasure de la porte, sa petite main serrant son carnet de croquis. « Papa, avons-nous oublié des cadeaux pour mamie et papy ?» J'ai souri. « Non, ma puce. Ils ont déjà leurs cadeaux. »« Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en penchant la tête. « Notre silence, » ai-je dit doucement. « C'est le seul cadeau qu'ils aient jamais refusé de nous offrir. » Nous sommes sortis. L'air mordait nos joues, vif et électrique. Alors que je conduisais vers la gare, le rétroviseur a capté la maison s'estompant derrière nous, ses fenêtres encore sombres. Pour la première fois de ma vie, partir n'était pas une fuite. Cela ressemblait à marcher vers quelque chose que j'avais enfin choisi. Le train a quitté Vincennes au lever du soleil, son sifflement résonnant sur la campagne. Léa a pressé son front contre la fenêtre, regardant le givre scintiller sur les champs comme du verre pilé. Je me suis penché en arrière contre le siège, le bourdonnement des rails stables sous nous. Mon téléphone s'est illuminé, 20 appels manqués, 34 messages, chacun une attache essayant de me tirer en arrière. Je n'en ai pas ouvert un seul. À mi-chemin du trajet, alors que Léa dessinait le paysage dans son livre, l'icône de la messagerie vocale a clignoté. J'ai porté le téléphone à mon oreille. La première voix était celle de maman, aiguë et tremblante. « Loïc, on ne trouve pas la liste de courses. Quelle marque de beurre as-tu utilisé l'année dernière ? Les magasins sont en rupture de stock de la moitié des ingrédients. » Puis la voix de papa a fait irruption. « Qui est censé cuisiner maintenant ? Tu crois que ces choses se font toutes seules ? » Et celle d'Anouk, tendue et paniquée. « J'ai dit aux parents de David que tu étais le traiteur. Ils demandent pourquoi tu n'es pas là. » J'ai laissé le téléphone reposer sur mon genou et j'ai ri doucement. Non par moquerie, mais par révélation. Ils avaient construit un monde sur ma conformité, et au moment où j'en suis sorti, toute la structure s'est effondrée. Les mensonges qu'ils disaient sur moi, sur Léa, les rattrapaient plus vite que n'importe quel train ne pouvait se déplacer. Alors que les rails tournaient vers le nord, un homme d'une cinquantaine d'années a pris le siège à côté de moi. Il avait des yeux gentils et la posture fatiguée de quelqu'un qui avait porté une longue histoire. Nous avons échangé quelques banalités jusqu'à ce qu'il remarque les dessins de Léa. « Elle a un bon œil », a-t-il dit. « Mon fils est aussi dans le spectre, je traduis The Spectrum par la même expression courante, le gamin le plus intelligent que je connaisse. Le monde ne sait juste pas toujours comment les accueillir là où ils en sont. » Ces mots sont atterris en moi comme de la chaleur. J'ai hoché la tête. Les gens voient la différence comme un désordre, mais elle n'est pas brisée. Elle est juste accordée à une autre fréquence. Il a souri, le genre de sourire qui vient de la reconnaissance. Exactement. Ce ne sont pas les enfants qui ont besoin d'être réparés. C'est la façon dont nous les regardons. Quand il est parti à l'arrêt suivant, j'ai regardé par la fenêtre, le paysage défilant entraîné d'argent et de pain. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un étranger. Quelque part là-bas, il y avait des gens qui comprenaient. Léa a levé les yeux de son dessin. « Papa, regarde. » Elle a tendu son carnet de croquis. Deux figures en bâton étaient assises à une petite table ronde, les mains se touchant au-dessus d'assiettes de biscuits. Au-dessus, elle avait écrit « Notre table ». Ma gorge s'est serrée. Cette image était tout ce que nous avions perdu et tout ce que nous avions récupéré. J'ai repoussé ses cheveux et j'ai murmuré « C'est parfait ». Le train a ralenti près de Paris, le soleil perçant les nuages. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Loïc, a-t-elle dit doucement.
Envoie au moins la liste de courses. Je n'arrive pas à tout suivre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu vas t'en sortir, maman. Tu y arrives toujours. Elle est restée silencieuse. Puis, d'une voix que je reconnaissais à peine, elle a dit, tu as l'air différent. Je le suis, ai-je dit. Parce que je n'ai plus peur. Nous sommes restés en ligne pendant quelques secondes, le rythme du train remplissant les espaces où vivaient autrefois les mots. Quand elle a finalement raccroché, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la réconciliation, juste une libération. Alors que le train traversait la banlieue, j'ai regardé l'eau sous nous clignoter comme un miroir mouvant. J'ai pris le carnet d'observation de Léa et j'ai écrit sur la couverture intérieure, nous n'avons pas été abandonnés. C'est nous qui partons. Au moment où nous sommes arrivés à la gare de Lyon, la ville était déjà vivante, la vapeur s'élevant des grands taxis, les klaxons, les lumières de Noël clignotant à travers le brouillard matinal. J'ai serré la main de Léa et j'ai souri. Nous sommes arrivés, ma puce. Elle a levé les yeux écarquillés. Alors, c'est ici que se trouve notre nouvelle table? Oui, ai-je dit. Et elle est assez grande pour nous deux. Dehors, Paris s'est ouverte autour de nous, bruyante et vivante. Quelque part loin derrière, dans une cuisine pleine de fumée et de chaos, les gens qui m'avaient appelé famille réalisaient ce que cela signifiait de perdre la personne qui les avait maintenus ensemble. Mais je ne pensais plus à eux. Alors que nous marchions sur le quai, l'air froid a frappé mon visage, vif et propre. Pour la première fois depuis des années, chaque respiration était la mienne. Léa et moi sommes arrivés à l'hôtel Le Bristol dans l'heure doux de l'après-midi de la veille de Noël. La porte tournante nous a fait tourner dans un monde de marbre poli, de lustre et de la légère odeur de pain et de pâtisserie. Pendant un instant, je suis resté là, admirant son reflet sur la vitre, son petit sourire, ses mains gantées serrant le nounours qu'un bagagiste venait de lui donner. C'était comme entrer dans un tableau qui nous avait attendus pendant des années. Notre suite au 12e étage donnait sur le jardin des Tuileries, poudré de neige et légèrement lumineux sous la lumière déclinante. J'ai tiré les rideaux. Regarde, ma puce, ai-je dit. C'est comme si le monde était emballé dans de l'argent. Elle a pressé son nez contre la fenêtre, les yeux écarquillés. C'est si calme, papa. Je n'ai jamais eu un Noël aussi paisible, ai-je admis. Personne ne donne d'ordre. Personne ne juge. Juste nous et le son de notre propre respiration. Nous avons passé l'après-midi à boire du chocolat chaud, partageant des biscuits encore chauds du service en chambre. De la fenêtre, nous avons regardé les calèches tirées par des chevaux encercler le parc, leurs cloches sonnant contre le bourdonnement de la ville. Chaque son semblait plus net ici, moins comme du bruit, plus comme de la musique. Alors que les premiers flocons commençaient à tomber à nouveau, Léa m'a regardé. « Papa, est-ce que c'est notre nouvelle table ?» J'ai souri, posant ma tasse. « Oui, ma puce. Et cette fois, personne ne peut nous dire que nous ne sommes pas à notre place. » Le téléphone a vibré alors que je versais une autre tasse de cacao. Un message d'un cousin resté à Neuilly-sur-Seine. Anouk a brûlé la dinde. Les parents de David sont partis tôt. Ta mère pleure. Ton père a commandé des pizzas. Tout le dîner est un désastre. Une photo était attachée. La table autrefois parfaite était maintenant jonchée de viande à moitié découpée et de vin renversé. La tête de ma mère enfouie dans ses mains. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que son absurdité devienne belle. La justice n'avait pas besoin de bruit. Parfois, elle arrivait déguisée en chaos. Cette nuit-là, alors que Léa se brossait les cheveux devant le miroir, mon téléphone a sonné à nouveau. Anouk. J'étais sur le point de l'ignorer, mais Léa a murmuré, peut-être qu'elle a besoin de dire la vérité. Alors, j'ai répondu. Sa voix était petite, tremblante, dépouillée de son acuité habituelle. Loïc, j'avais tort. Je n'ai rien dit. Le dîner a été un gâchis. Les parents de David ont demandé où tu étais. J'ai essayé de mentir, mais je n'ai pas pu tenir. Je leur ai dit que tu n'étais pas un traiteur. Que tu avais juste été traité comme tel. Elle a marqué une pause, sa respiration inégale. Le père de David, c'est un avocat qui aide les familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Il m'a dit que ce que nous faisions à Léa était cruel. Je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant la neige brouiller les lumières de la ville. Appelles-tu pour le pardon ? Ai-je demandé. Non, a-t-elle dit rapidement.
Je veux juste que tu saches. Je le vois maintenant. Et je jure que je n'enseignerai jamais à mes enfants la manière dont nous avons été éduqués. Il n'y avait rien de plus à dire. J'ai raccroché, ne ressentant ni soulagement ni rage, juste l'étrange calme qui vient après qu'une plaie est enfin nettoyée. Quelques heures plus tard, Léa m'a tiré la main. Viens dehors, papa. Nous sommes sortis sur le balcon. La neige dérivait en lente spirale scintillante. La ville en dessous était calme, à l'exception du lointain bourdonnement des chants de Noël résonnant depuis la rue de la Paix. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Je pense que Noël, c'est quand tu n'as plus peur. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu as peut-être raison, ma puce. J'avais toujours pensé que Noël était une question de retrouvailles, de familles se pressant autour d'une table, prétendant que tout allait bien. Mais peut-être que c'était plus simple. Peut-être que c'était une question de choisir les gens qui vous font vous sentir en sécurité. Même si ce n'est que 2 personnes dans le monde entier. Alors que minuit approchait, je me tenais près de la fenêtre, regardant le reflet des lumières du sapin du Ritz scintiller contre la vitre. La ville pulsait de vie, mais notre suite était immobile. Je n'ai pas perdu ma famille, ai-je murmuré. J'ai juste quitté une table qui n'avait jamais eu de place pour moi. Et dans ce silence, j'ai finalement compris que parfois, ne pas parler n'est pas une capitulation. C'est la seule façon de faire entendre aux autres le son de leur propre conscience. Le printemps est arrivé doucement, comme un pardon que vous n'aviez pas demandé. 3 mois après cette nuit, Léa et moi avons déménagé à Lyon. Mon nouveau poste à l'hôpital femme-mère-enfant remplissait mes journées, mais pas de la manière épuisante des anciens. Notre appartement donnait sur les toits, et chaque matin, le brouillard se levait juste assez pour laisser la lumière du soleil se déverser à travers les stores. Léa avait commencé dans une nouvelle école. Elle portait toujours son carnet d'observation, mais sur la première page, elle avait écrit en majuscule « Mon papa rit davantage maintenant ». Je l'ai lu un soir et je suis resté assis là, souriant à la vérité tranquille de cela. Je n'avais jamais prévu de quitter Vincennes, me suis-je raconté un soir en déballant des cartons. Mais certains endroits n'appartiennent qu'à la version de nous que nous avons dépassée. Quand vous changez, les portes derrière vous se ferment d'elles-mêmes. Les lettres de la maison ont commencé à arriver peu de temps après. Les excuses de papa sont venues en premier, courtes, maladroites, tapées en majuscules comme s'il avait peur de la vulnérabilité en minuscules. Puis celle de maman, écrite en cursive, plus douce. Ma petite fille me manque. Et enfin, celle d'Anouk, elle voulait que je fasse un toast à son mariage, a dit que cela signifierait le monde. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste renvoyé une carte souhaitant du bonheur. Apprenez la gentillesse à vos enfants plutôt que nous ne l'avons apprise. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'excuses déguisées en invitations. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace. Un soir, alors que la pluie murmurait contre les fenêtres, maman a appelé. Sa voix tremblait. Loïc, sais-tu que ton père a pleuré ce Noël-là, il pensait que tu reviendrais. J'ai fait une pause avant de répondre. Maman, je suis revenu, juste pas dans cette maison. Elle n'a pas répondu. Quand elle a finalement raccroché, j'ai réalisé qu'elle ne demandait pas pardon. Elle apprenait juste à vivre sans mon silence pour combler sa culpabilité. Et cela aussi était un progrès. Des semaines plus tard, Léa et moi marchions au bord du Rhône, le ciel bas et pâle. Elle a glissé sa main dans la mienne. Papa, où est notre maison maintenant? J'ai regardé à travers l'eau, les ondulations captant la lumière. Juste ici, ai-je dit. La maison est partout où il y a de la place pour nous deux. Les mots semblaient définitifs, comme la fermeture d'une boucle qui avait commencé dans un parking froid des mois auparavant. La table que nous avions construite était devenue une maison. Cette nuit-là, Léa m'a montré son dernier dessin, la dernière page de son carnet d'observation. 2 personnes étaient assises à une petite table ronde, les mains jointes. En dessous, elle avait écrit « Peut-être qu'un jour mamie nous rejoindra ». J'ai tracé les mots avec mon doigt. C'est une belle pensée, ai-je dit. Penses-tu qu'elle le fera, a-t-elle demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais nous n'avons pas à attendre cela pour être heureux. Quand elle est allée au lit, je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, regardant les lumières à travers le fleuve scintiller à travers la pluie. J'ai réalisé que l'histoire n'avait jamais été une question de vengeance. C'était une question de preuve. La preuve que Léa et moi étions entiers depuis le début, même lorsque les autres ne pouvaient pas le voir.
La vérité s'est installée doucement en moi. La valeur n'est pas accordée par ceux qui vous excluent. Elle est choisie par ceux qui restent. Plus tard, Léa est entrée dans la cuisine en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux endormis. Papa, on fait des crêpes? Nous avons mélangé la pâte, fait sauter les crêpes et rempli des tasses de chocolat chaud. Du jazz jouait doucement à la radio, remplissant le calme de chaleur. Le soleil s'est couché sous l'horizon, peignant la pièce en or doux. Je l'ai regardé à travers la table et j'ai dit, tu sais, après ce Noël au Bristol, tout autre repas n'est que décoration. Elle a ri, un petit son pétillant qui a fait s'estomper tout le reste. Et tandis que je la regardais sourire au-dessus de sa pile de crêpes, j'ai pensé, parfois, la victoire n'est pas de leur faire regretter de vous avoir perdu. C'est de vivre une vie si pleine qu'ils ne peuvent plus la toucher. C'était notre véritable héritage. Pas le silence, pas la douleur, mais la paix. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, les messages, le silence, les voyages en train, les longues nuits de doute, je réalise quelque chose que je n'avais jamais compris quand j'essayais encore de gagner l'approbation de ma famille. Parfois, l'acte d'amour le plus radical est de partir. Non par haine, non par vengeance, mais par un besoin désespéré de protéger les petites et belles choses qui croient encore en vous. Pour moi, c'était Léa. Chaque fois que je la regardais, je voyais la version de moi-même que j'avais presque oubliée, quelqu'un d'honnête, de gentil, encore capable d'émerveillement. Elle m'a rappelé que la famille n'est pas les gens qui partagent votre sang. Ce sont les gens qui font de la place pour votre cœur. J'avais l'habitude de penser que l'amour était une question d'endurance, de rester silencieux, de rester stable, de pardonner sans fin. Je pensais que si je travaillais assez dur, cuisinais chaque repas, payais chaque facture, couvrais chaque erreur, un jour il verrait ma valeur. Mais maintenant, je sais que le silence ne fait pas que les gens vous aiment davantage. Il leur apprend seulement que votre douleur est pratique. Et lorsque vous cessez finalement d'être utile, ils appelleront votre absence trahison au lieu de survie. C'est pourquoi j'ai arrêté de m'excuser d'être parti. Parce que partir n'est pas un abandon. C'est une récupération. Noël au Bristol n'était pas une question de luxe ou de défi. C'était une question de paix. Il s'agissait de dire à ma fille, tu es à ta place dans chaque pièce où tu entres. Il s'agissait de lui montrer que notre table, même si ce n'est que pour deux, est toujours suffisante. Nous n'avions pas besoin d'applaudissements, de pardon ou de validation. Ce dont nous avions besoin, c'était de la liberté de prétendre que nous étions aimés quand nous n'étions que tolérés. À toute personne à qui l'on a fait sentir petite à sa propre table familiale, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par qui choisit de la voir. Vous n'avez pas à vous rapetisser pour vous intégrer dans la version de l'appartenance de quelqu'un d'autre. Parfois, vous devez construire votre propre table à partir de courage, de vérité, à partir de toutes les miettes de foi qu'il vous reste encore. Elle n'aura pas l'air parfaite au début. Elle n'aura pas de belle argenterie ou de verre en cristal, mais elle sera la vôtre. Et lorsque vous vous y assiérez, l'air finira par ressembler à la maison. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'une famille, d'un emploi ou d'une amitié qui ne vous valorisait que pour ce que vous pouviez donner, cette histoire est pour vous. Peut-être que vous n'avez pas reçu les excuses que vous méritiez. Peut-être que vous ne les recevrez jamais. Mais vous pouvez toujours choisir la paix. Vous pouvez toujours vous choisir vous-même. Vous pouvez toujours créer une vie si pleine de lumière que leur obscurité ne peut pas la toucher. Léa m'a demandé un jour, « Papa, diront-ils jamais pardon ?» Je lui ai dit la vérité. Peut-être, mais ce n'est pas ce qui nous rend heureux. Nous sommes heureux parce que nous n'avons pas laissé leur silence nous apprendre à arrêter de parler. Si vous avez déjà été à ma place, debout à l'extérieur d'une pièce où des rires se produisent sans vous, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, être non invité ne signifie pas que vous n'appartenez à nulle part. Cela signifie juste que votre place attend ailleurs. Avant de partir, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un « bonjour » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, même la plus petite reconnaissance me rappelle que des histoires comme la mienne ne se terminent pas dans l'isolement. Elles grandissent en communauté. Si cette histoire vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner. Pas pour moi, mais pour tous ceux à qui l'on a dit qu'ils étaient trop calmes, trop différents. Cet espace est pour vous. Pour ceux qui reconstruisent après le rejet, pour ceux qui apprennent qu'être seul peut aussi signifier être libre. Parce que peu importe comment votre famille, vos amis ou le monde vous ont fait sentir, vous méritez une place. Vous méritez de la chaleur. Vous méritez de rire sans permission.
Vous méritez une table où l'amour ne vient pas avec des conditions. Et si personne ne vous l'a dit récemment, vous êtes suffisant exactement comme vous êtes.